Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Comment survivre. Chose promise, chose due, nous continuons donc notre première saison et à travers notre deuxième épisode, nous allons aborder la thématique de l'obésité morbide avec une invitée qui se nomme Nathalie. Nathalie est une jeune franco-camerounaise qui souffre d'obésité morbide depuis son adolescence et cette maladie lui aura causé bien des soucis. C'est le moins que l'on puisse dire. Diabète, insuffisance rénale et amputation de plusieurs membres, pour ne citer que ces complications-là. Elle a bien voulu échanger avec nous sur sa maladie et sur les conséquences néfastes que celle-ci a eues sur sa qualité de vie et ses projets futurs. J'espère sincèrement que cet échange suscitera plus de sympathie envers les personnes qui souffrent de cette maladie qui est devenue un véritable problème de santé publique au-delà des frontières occidentales et que nous participerons à notre humble niveau à éveiller les consciences sur le sujet. N'hésitez surtout pas à nous apporter votre soutien à travers tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, et à nous envoyer en inbox des suggestions pour améliorer la qualité du podcast, ou alors pour partager à votre tour ce à quoi vous avez survécu. Salut Nathalie, comment tu vas ce soir ? Bonsoir la survivante, écoute, ça va très bien et hâte de pouvoir raconter mon histoire pour aider les gens. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup d'avoir accepté de participer parce que je sais que ça doit pas être très facile pour toi. Et merci beaucoup de faire en quelque sorte un don de ton expérience à ceux peut-être qui souffrent de cette maladie ou alors à ceux qui sont entourés de personnes qui souffrent de cette maladie. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, comment tu as grandi, quelle était ta structure familiale ? Écoute, en fait, je viens du Cameroun. Je suis métisse, française camerounaise. J'ai vécu jusqu'à mon adolescence au Cameroun et après, je suis venue en France. Écoute, ma structure familiale, on va dire normale, avec mes deux parents. Si je comprends bien, tu es une fille unique, c'est bien ça, tu n'as pas de frère ni de sœur. Oui, c'est absolument ça. Oui, je suis enfant unique de mon père et de ma mère. Est-ce que tu as toujours souffert d'obésité ? Est-ce que quand tu es née, tu étais un gros bébé ? Est-ce que tu étais une petite fille qui était obèse déjà à l'époque ? À partir de quand tes problèmes d'obésité se sont manifestés dans ta vie ? Alors non, je ne l'ai pas toujours été. Ça a commencé quand je suis entrée en 6e. J'ai jamais été très très mince non plus, mais la véritable obésité, on va dire que c'est dans mon entrée en 6e. Tu pourrais nous expliquer, si c'est possible pour toi d'un point de vue émotionnel, bien entendu, pourquoi tu arrives en 6e en étant obèse ? Pourquoi cette obésité-là commence à te créer des problèmes en 6e ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie qui fait que tu te réfugies dans la nourriture ? Est-ce que tu deviens tout simplement accro, je sais pas moi, aux substances trop sucrées ou trop salées ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'en 6e, à l'entrée de la 6e, tu sois déjà déclarée comme obèse ? Pour te dire la vérité, je peux pas te dire s'il y avait de raison ou pas, ou voilà, on n'a pas cherché plus loin. Mais oui, j'ai conscience d'avoir eu un penchant très prononcé pour les choses sucrées, boissons et gâteaux. Donc mon péché mignon, surtout les boissons d'ailleurs. Mais voilà, après, je vais pas te dire qu'on a mis le mot obèse tout de suite. Tout de suite, mais bon, après, quand même, on voyait quand même qu'il y avait une différence de croissance par rapport aux autres enfants ou à la courbe de croissance due à un enfant de mon âge. Du coup, ton obésité, toi, tu l'attribues tout simplement à une addiction qui a été développée envers tous les produits alimentaires sucrés. Quand ces problèmes d'obésité démarrent, même s'il n'y a pas encore un label qui est posé sur ta personne, je suppose quand même que ton entourage le voit, tes parents le voient, tes amis le voient, toi-même tu dois sûrement le voir, et surtout que tu es dans un environnement où les enfants sont assez jeunes et cruels, je suppose quand même qu'on te fait déjà des remarques sur ce poids-là. Qu'est-ce que tes parents en pensent ? Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire pour t'empêcher de continuer à consommer de manière excessive ces produits sucrés ? Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui se remarque. Par rapport à mes parents, ils n'ont pas, je l'ai dit, ils n'ont pas eu une réaction drastique par rapport à cette situation. Comme je l'ai dit, voilà, je suis fille unique, je suis toute seule, je suis la chouchou, donc
pas trop envie de brider, de lui dire non à ci, non à ça. Donc ils ont pas, même s'ils savaient, hein, ils ont pas forcément mis un point définitif à cette situation à ce moment donné. Est-ce que malgré le fait que tes parents n'aient pas réagi sur ton problème de poids à l'époque, parce que tu es leur chouchoute, tu es leur fille unique et ils n'ont pas envie de te brimer comme tu le dis si bien toi-même, est-ce que toi, en tant qu'individu, en tant que jeune fille qui rentrait tout juste dans l'adolescence, qui commence le collège, tu as subi des discriminations à l'école de la part de tes camarades, de la part des professeurs? Est-ce qu'il n'y a pas des membres de ta famille, peut-être pas direct, mais je veux dire des tantes du côté de ta mère ou de ton père, etc., qui n'ont pas eu des propos déplacés à ton égard et qui font qu'à un moment donné, toi, tu t'es dit, il y a peut-être un problème avec mon poids, je suis mal à l'aise et ça me va pas, il faut peut-être que j'essaye de faire quelque chose? Bah oui, hein, comme tu le dis, le milieu scolaire, de toute façon, un milieu en dehors de chez soi, que ce soit scolaire, le travail, voilà, c'est des choses où, voilà, on est jugé soit en bien, soit en mal, hein. Mais par rapport à ça, voilà, j'ai quand même eu toujours un mental assez fort. Ce qui fait que, les remarques des gens, ceux pour qui ça posait pas de problème, c'était génial. Et ceux à qui ça pose un problème, bon courage pour venir me chercher, quoi, parce que je leur en mettais plein la gueule, pour dire ça. Et donc voilà, quoi. Et puis, même au niveau familial, c'était pareil, hein. Il y a ceux qui acceptaient et ceux qui étaient pas contents, c'est pareil, quoi. Mais enfin, toutes ces remarques, en fait, ne m'ont jamais, sur le coup, donné envie de changer. Ou on peut dire que malgré ton embonpoint, qui était quand même de l'obésité à l'époque, mais qui n'était pas nommé comme tel, tu as eu une enfance et une adolescence heureuse. C'est bien ça? Absolument, parce que cet état ne m'a jamais empêché d'avoir une vie normale, quoi. De sortir, d'avoir des amis, des petits amis, toute vie normale d'une adolescente. Donc ça n'a jamais été un problème pour moi. Et pour être honnête, moi qui ai grandi avec toi au Cameroun, il faut aussi dire que c'est un pays africain. Dans beaucoup de pays africains, les critères, les standards de beauté sont pas les mêmes qu'en Occident. Et d'ailleurs, on dit que une belle femme, c'est une femme qui a des formes, etc. Donc du coup, le fait que tu aies un poids qui soit peut-être supérieur à ce qui devrait être ton poids pour ton âge, c'est pas quelque chose qui te crée finalement des problèmes pour t'intégrer socialement, pour avoir des amis, pour avoir des petits amis comme toi-même tu le dis, etc. En réalité, tu es juste acceptée comme tu es, un petit peu trop grosse pour ton âge, mais finalement c'est pas bien grave, quoi. Bah oui, hein, tu as raison sur ce point-là. Et puis, comme tu dis aussi, voilà, les standards sont pas les mêmes, autant pour une fille que pour un garçon. Et puis c'est l'Afrique, hein, on n'est pas alerté comme en Europe dès qu'un enfant il fait 2-3 kilos de plus, c'est une catastrophe. Ou voilà, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc le fait d'avoir 10-20 kilos en plus, n'est pas choquant dès le départ. Tu peux nous expliquer quand est-ce que tu te rends compte que tu es obèse? Quand est-ce que tes parents se rendent compte que tu es obèse? Et quand est-ce que vous vous rendez compte collectivement que il faut peut-être faire quelque chose face à ce problème d'obésité? Écoute, je te dirais que ça a vraiment été remarqué vers la fin 6e, 5e et tout ça. Donc qu'on se rend vraiment compte, voilà, qu'on met vraiment un mot sur ça. Et je te dirais qu'on n'a rien fait parce que à ce moment-là, j'avais rien envie de faire. Voilà, comme je t'ai dit, je vivais ma vie comme ça m'a jamais dérangé. Donc j'ai tout de suite mis le haut là à tout projet de faut faire un régime, faut faire ceci. Voilà, comme j'ai dit, ça m'a jamais empêché de rien faire. Donc je voyais pas pourquoi me lancer dans un truc alors que je voyais pas l'intérêt alors que je vivais ma vie et que ça m'empêchait pas de la vivre juste. Je suis contente que tu te rappelles de cet épisode parce que moi aussi je me souviens que c'est vers la fin de la 6e, début de la 5e qu'on a quand même pu mettre un mot sur ton embonpoint qui était en réalité de l'obésité. Et je me souviens que j'avais essayé à mon petit niveau de te donner mon avis sur tes problèmes de poids et tu l'avais très mal pris. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, tu m'avais un petit peu envoyé balader, pour ne pas dire royalement envoyé balader. Et comme j'avais tellement d'affection pour toi, et j'en ai toujours d'ailleurs, et que j'étais aussi très jeune et assez immature, je me suis dit que j'allais pas trop pousser parce que sinon j'allais finir par te perdre. Donc du coup, je n'ai jamais plus insisté
je pense qu'on n'en a plus jamais reparlé. Et moi, qui étais l'une de tes plus proches amies, je t'ai finalement un petit peu laissé évoluer comme ça, tout en sachant quand même très bien que c'était un problème. Je n'avais peut-être pas conscience que c'était une maladie, mais je savais quand même que c'était un problème et je savais que ça finirait quand même par te créer des soucis de santé. J'en avais quand même conscience à mon petit niveau en sixième, cinquième. Donc, tu envoies tout le monde balader, tu refuses de faire des régimes, tu refuses de voir des spécialistes, tu continues ta vie. À quel moment, toi, en tant qu'individu, tu prends conscience du fait que c'est un problème? À quel moment cette maladie te crée des problèmes à un point où tu te dis qu'il faut peut-être que tu fasses quelque chose? Bah écoute, ouais, comme tu le dis, tu as vécu cette période, hein, toi, et comme je disais, voilà, toi et deux, trois personnes vraiment très proches. Comme tu dis, voilà, tu as dit, vous avez dit ce que vous aviez à dire et j'étais totalement fermée. Bah écoute, je te dirais bizarrement que effet de se dire, ben oui, c'est peut-être parce que de cette obésité, comme tu disais dans ton introduction, m'a apporté d'autres maladies en fait. Voilà, il n'y a pas eu que l'obésité, je m'en suis fait qu'à ça. Donc voilà, j'ai eu un problème de diabète. Récemment, j'ai aussi eu mon infection. Voilà, enfin, tous les problèmes qui peuvent être liés à ça. Mais je te dirais en fait que le vrai déclencheur, ça a été beaucoup plus tard. Vraiment, on va dire à l'âge adulte, hein, parce que mon adolescence, voilà, je l'ai fait comme des problèmes. Vraiment, après différents passages à l'hôpital qui m'ont fait réaliser vraiment que voilà, j'avais un état de santé déplorable. Tu veux bien nous expliquer quand est-ce que ton diabète s'est déclenché? Quand est-ce que tes infections se sont déclenchées? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la chronologie de tes multiples passages dans les hôpitaux, les cliniques, etc.? Bah, écoute, alors ça a commencé bien sûr par la découverte du diabète qui s'est passé à l'école, toujours au Cameroun. Ça, je pense qu'il est plutôt vers la troisième, si je me souviens bien. Ça a été découvert à l'école par mon infirmière scolaire d'ailleurs. Voilà, c'était au Cameroun. Ça, c'est ma première pathologie qui m'a été découverte. Par contre, le fait que ça a été découvert à l'adolescence n'a rien arrangé. Parce que vont dire à une enfant de 15-16 ans, bah écoutez, vous êtes diabétique, vous ne devez plus faire ci, vous ne devez plus faire ça. C'est hyper mal passé, malgré le bon entourage. Hein, tu en es parfaitement témoin. Ce fut assez compliqué. Ce fut donc mon premier passage à l'hôpital, que j'ai fait au Cameroun d'ailleurs, puisque quelques années après, je suis donc venue en France, où voilà, mon parcours médical a continué, où voilà, on a toujours essayé, je veux dire, le spectre médical a toujours essayé de m'aider à évoluer. Mais par contre, je dirais que je n'étais toujours pas dans l'optique forcément de vouloir maigrir. J'essayais plutôt quand même d'essayer dans la mesure du possible, hein, de respecter ce régime assez spécial qu'est le diabète. Bon, il y avait des fois où ça se passait très mal. D'où, voilà, je pense mon deuxième vrai séjour à l'hôpital, ça a été un coma, voilà, qui a duré 3-4 mois d'ailleurs, je crois. Donc, où bien sûr, voilà, tu as été là aussi, hein. Donc voilà, qui a été, je pense, ça a été le séjour à l'hôpital le plus compliqué pour moi. Bon, en fait, je m'en souviens pas non plus, hein. Voilà, le fait de s'endormir, de se réveiller, et on se dit ah, ça fait 3 mois que vous dormez. Ah, ok. Donc voilà, dû bien sûr à la complication du diabète, parce que voilà, j'étais pas vraiment une bonne patiente, hein, comme qui respectait ce qui devait être respecté. Ensuite, au niveau de mes pieds, voilà, j'ai eu ce qu'on appelle un mal perforant diabétique. Parce qu'il faut savoir aussi que le diabète rend une certaine insensibilité à tes pieds. C'est-à-dire qu'on sent le toucher ou tout ça, mais par contre, on peut se blesser et pas se rendre compte qu'on s'est blessé.
Donc quand on va toucher, c'est pour ça qu'on dit toujours à un diabétique de faire très attention, de vérifier régulièrement ses pieds, parce qu'on se blesse et voilà, ça peut être même 2-3 jours après en touchant qu'on se dit ah tiens, j'ai une plaie. J'ai eu ce qu'on appelle des malperforants. C'est quand la peau est tellement sèche en fait qu'elle se fissure, donc ça fait des plaies. Et dû au diabète et tout ça, qui sont très très longues à cicatriser. Ensuite, entre-temps, j'ai eu divers séjours, hein, toujours comme j'ai dit, par rapport à mon diabète tout au long des années. Et par rapport à ça aussi, par rapport au mal perforant, j'ai eu aussi une plaie au doigt, au petit doigt du pied droit, qui a été mal soignée, donc où j'ai dû avoir une amputation. Après, j'ai eu une infection au doigt du pied gauche, du pouce, du petit doigt, qui n'a pas pu non plus être soignée, qui a carrément dégénéré en infection au niveau des os, où là, j'ai dû être amputée de tous mes doigts du pied gauche. Suite à ça, non, avant ça aussi, pardon, je me perds, on m'a découvert une insuffisance rénale. Donc voilà, une insuffisance rénale, hein, c'est ce qu'on appelle que les reins ne fonctionnent plus. Ce qui fait en fait des séjours, ce qu'on appelle, on est dialysé par une machine donc qui fait le travail du rein. Et c'est quelque chose où il faut aller tous les 2 jours en fait, donc 3 fois par semaine. On va à l'hôpital où on appelle dialysé pour que cette machine fasse le travail du rein, parce que ce nettoyage-là est quelque chose de vital. Hein. Si on n'est pas dialysé, au bout d'un temps, voilà, pour le dire franchement, on meurt, quoi. C'est quelque chose de vital. Merci beaucoup pour toute cette explication chronologique. Tu sais que mon rôle, c'est d'essayer un petit peu d'aller en profondeur des choses. Et donc, j'aimerais un petit peu revenir sur certains événements que tu as mentionnés, notamment l'annonce du diabète par l'infirmière de l'école. Et à cette époque, tu me dis que tu es en 3e, donc tu as 15-16 ans. Tu m'as dit que ça s'est très mal passé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça s'est mal passé? Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte elle l'a découvert? Comment elle te l'a annoncé? Comment tes parents l'ont pris? Est-ce qu'ils ont essayé d'être un petit peu plus sévères avec toi, etc.? Écoute, ça s'est mal passé dans le sens où je l'ai découvert à mon adolescence. 16 ans, c'est le temps des découvertes. On sort, on fait la fête, on a des petits copains. Donc, quand on nous apprend cette maladie à cet âge-là, surtout qu'en Afrique, c'est quelque chose de méconnu. On est beaucoup plus sur la restriction, en fait. Voilà, on te dit, tu dois plus manger ci, tu dois plus voir ça, tu dois plus faire ci. Donc, c'est compliqué. On sort avec ses amis, on se dit, je dois pas boire ci, on va au restaurant, je dois pas manger ça. C'est totalement frustrant. Et à cet âge-là, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer. Donc, je suis entrée en totale opposition avec ça, quoi. Donc, dans le sens où, je respectais rien. Après, mes parents, ils ont essayé, bien sûr, parce que s'ils voulaient, c'est que j'aille mieux et tout ça. Mais comme on va dire, avec ma tête dure comme du béton, ça n'a pas marché, quoi. Donc, oui, ça a été très compliqué. Tu parles aussi d'une hospitalisation à ce moment-là, c'est-à-dire on t'annonce ton diabète à l'école, au Cameroun. Tes parents font ce qu'ils peuvent, ton entourage fait ce qu'il peut, mais il n'y a pas de volonté de la part du malade finalement, donc c'est très difficile à gérer. Tu es dans un pays où c'est pas bien connu. Qu'est-ce qui te mène à l'hôpital? Parce que tu parles d'une hospitalisation à ce moment-là. Et comment se passe cette hospitalisation? Et qu'est-ce que tu te dis au sortir de cette première hospitalisation au Cameroun? La première hospitalisation est due à la découverte du diabète. Parce qu'en fait, le diabète, c'est le taux de sucre dans le sang, donc un taux de sucre très élevé. Donc en fait, on est hospitalisé pour pouvoir mettre le traitement en route, en fait, savoir quel médicament on va te donner par rapport à la pathologie, savoir ce que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, quelle dose te donner. Mais l'hospitalisation finalement n'est pas le plus compliqué, parce que quand tu es hospitalisé, tu es en vase clos, donc c'est beaucoup plus facile en fait à gérer. Le plus difficile en fait, c'est quand on sort.
Mais sinon, oui, la première hospitalisation, c'est la découverte de la maladie. Je comprends mieux. Donc en réalité, l'hospitalisation se passe plutôt bien, mais c'est la suite de l'hospitalisation qui est assez chaotique parce que tu refuses toujours finalement de suivre les restrictions alimentaires qui te sont imposées par ta maladie. Donc tu continues ta vie, tu retournes en France avec tes parents et à un moment donné, tu finis par tomber dans le coma suite à des complications qui sont liées au diabète. Est-ce que à ce moment-là, tu n'as toujours pas de déclic qui finalement te fait te dire qu'il faut peut-être que tu fasses quelque chose, qu'il faut que tu suives ton régime et éventuellement que tu essayes de maigrir? Alors oui, je te dirais, après le coma, il y a quand même une petite prise de conscience, on ne va pas se mentir, au niveau de la maladie, du diabète. Pas du poids, parce que je ne me dis pas non plus à ce moment-là, faut absolument maigrir, absolument, voilà. Non, je me dis juste, voilà, peut-être un peu quand même plus respecter ce qu'on me demande au point de vue de mon alimentation, au point de vue de mes médicaments, d'essayer peut-être un petit peu plus à ce moment-là de respecter ça. Mais pour le poids, non, je suis toujours en mode, je suis grosse, j'ai ma vie, voilà, j'en ai un peu rien à faire, quoi. Est-ce que tous ces passages dans les hôpitaux, les cliniques, etc., avec des complications de santé qui sont quand même assez lourdes, ont eu un impact sur la poursuite de tes études et sur ton travail à partir du moment où tu as commencé à travailler? Ben, c'est nombreux passages, en fait, aux hôpitaux qui n'ont pas eu vraiment d'incidence, en fait, sur ma façon de voir, parce que comme je t'ai dit précédemment, ça ne m'a jamais empêché de rien faire à l'école, d'avoir une vie, plus tard faire mes études, commencer à travailler, même en plein hiver, 0, -5, -10, où il fait chaud, voilà. Ça m'a vraiment jamais empêché de faire ce que je voulais faire, donc non, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de remise en question. Je comprends bien, malgré toutes ces complications, finalement, tu continues de mener ta vie de façon tout à fait normale. C'est juste que tu as le diabète et que tu ne respectes pas les consignes des médecins. Est-ce qu'on peut maintenant passer dans le vif du sujet? Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as une complication majeure qui te force à prendre un petit peu les choses en main? Parce que tu nous as parlé tout à l'heure d'amputation et tu nous as aussi parlé d'insuffisance rénale. Et j'aurais tendance à penser que ça doit quand même être des choses très traumatisantes et très choquantes et que ça a quand même à un moment donné déclenché quelque chose en toi. Écoute, oui, c'est finalement ça, parce que bon, on peut quand même dire au bout d'un moment, je pense aussi qu'on se fatigue de toutes ces hospitalisations. Mais comme tu dis, voilà, il y a eu l'amputation, la première amputation qui commence à te faire réagir, mais surtout la découverte de mon insuffisance rénale, qui a donc conduit, comme je disais, à cette dialyse, en fait, qui est d'ailleurs une conséquence directe avec le diabète, avec aussi, j'ai fait de l'hypertension artérielle. Donc j'avais des tensions extrêmement excessives qui montaient jusqu'à 20, 21 normalement. Je faisais jamais une tension en dessous de 17. Donc c'est ces complications majeures-là qui ont fait voilà, finalement cette prise de conscience de se dire, bon, il faut peut-être arrêter là, il faut peut-être faire quelque chose, parce que voilà, ça commence à devenir vraiment critique, quoi. Tu nous expliquais pourquoi on t'ampute, pourquoi la première amputation, le contexte de cette première amputation, comment ça se passe, pourquoi tu en arrives à devoir passer sous le bistouri d'un médecin qui va couper un de tes membres. Écoute, cette première amputation est due à une petite plaie que j'ai eue au petit doigt, qui s'est passée pendant des vacances où j'étais au Cameroun. Et en fait, ça s'est aggravé. Pour te dire la vérité, eux là-bas n'ont pas su gérer. Ça s'est aggravé suite à leurs soins. Ce qui fait justement que j'ai dû faire un retour en catastrophe en France. Bon, bah, ils ont essayé, on a essayé ici des antibiotiques et tout. Bah, finalement, on a vu que c'était trop grave, c'était trop infecté pour pouvoir le sauver. Donc voilà, j'ai dû passer sous le bistouri et avoir cette amputation du petit doigt du pied droit. Comment se passe la guérison de la plaie après la première amputation et dans quel état psychologique es-tu? La guérison se passe très bien, franchement, les soins impeccables, ça se passe bien, une
une bonne cicatrisation. En fait, je te dirais que ça, franchement, ça va. Le petit doigt, pour l'amputation du petit doigt, bon, bien sûr, c'est un peu traumatisant, mais et puis tu sais aussi, on a beau dire le petit doigt, ça change quand même aussi au niveau du port des chaussures, tout ça, de se dire on a plus le même équilibre et tout ça. Mais franchement, sinon, ça se passe bien, la cicatrisation se passe bien, ça se ferme bien. Donc non, le suivi après amputation est plutôt bon. Comme ça se passe bien, je suppose que il n'y a toujours pas de déclic en toi pour mieux suivre ton régime ou pour essayer de maigrir. On est toujours dans le statu quo. Tu continues à travailler, tu continues à vaquer à tes occupations. Bon, voilà, exactement. Une fois la cicatrisation finie, la vie repart comme elle était avant, quoi. Pas de changement, pas encore de déclic à ce moment-là. Par la suite, tu nous expliques que tu découvres que tu as une insuffisance rénale. Tu nous as expliqué que c'était une conséquence directe. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on te l'a annoncé? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as décidé de faire à la suite de cette découverte? Écoute, oui, cette insuffisance rénale, elle a été découverte parce que comme je l'ai dit aussi précédemment, j'ai fait de l'hypertension. Donc l'hypertension, pour ça, on va voir un cardiologue qui, dans tous les examens que j'ai faits, a donc remarqué, je sais plus, je sais pas le nom, mais en fait un taux qui est bas dans mon sang, qui donc annonce en fait que cette insuffisance rénale va arriver. Donc j'ai été redigérée vers un néphrologue, c'est comme ça qu'il s'appelle pour cette pathologie-là, qui a bien confirmé ça. Donc on m'a préparé au fait que bientôt j'allais devoir commencer une dialyse. Donc voilà, c'est arrivé. Mais bon, c'est quelque chose, je le dis franchement, moi, je l'ai vécu. Quand on le dit et quand on le vit, ça n'a rien à voir. Parce que la dialyse, c'est vraiment, moi qui ai déjà eu des pathologies comme le diabète, comme l'hypertension. La dialyse, c'est vraiment, vraiment pour moi quelque chose de particulier. Vraiment un monde à part, quoi. Donc avant, j'avais pas d'idée préconçue, mais quand on est dedans, c'est vraiment quelque chose de lourd, je trouve. Donc quelque chose de pas facile à vivre au quotidien. Donc, c'est la première fois que les conséquences de ton obésité morbide vont avoir un impact sur ta vie, concrètement, c'est-à-dire ton travail, ta vie sociale, etc. Parce que si tu dois aller faire une dialyse tous les 2 jours, je suppose qu'il est très difficile dans ce contexte de travailler, et je suppose aussi qu'il est très difficile d'avoir une vie sociale, d'aller de manière enjouée avec des amis, prendre un verre, aller au restaurant, en boîte de nuit, etc. Oui, le déclic a eu lieu à ce moment-là parce que la dialyse, c'est une maladie très, très contraignante. On est obligé d'y aller 3 fois par semaine. Notre vie en dépend, c'est pas une question de choix. Donc c'est vrai que aller 3 fois par semaine à l'hôpital au niveau même du travail, c'est compliqué, surtout avec le boulot que je faisais. La vie sociale aussi, parce que tu sors de dialyse, t'as qu'une envie, ça te fatigue, t'as qu'une envie, rentrer dormir. Donc après, tu te dis une vie sociale, te lever, aller voir les amis. Non, c'est très compliqué, c'est pas évident. Tu le dis toi-même, toute ta vie est chamboulée d'un point de vue professionnel et également d'un point de vue social. Et donc, le déclic tant attendu finit par arriver. Qu'est-ce que tu décides de faire concrètement? Parce que si je comprends bien, quand on est en dialyse, ça veut dire qu'on a besoin d'un nouveau rein et qu'on est sur une liste d'attente. Et donc, je suppose que les médecins ont dû t'indiquer des marches à suivre pour pouvoir espérer augmenter tes chances d'avoir accès au précieux sésame. Oui, ça a été aussi un élément qui a compté parce que sans cette perte de poids, en fait, je ne pouvais pas bénéficier de la greffe de rein. Ça m'était totalement inaccessible. Donc, ce n'est pas ça à 100%, mais ça a quand même joué une bonne partie. Donc, par rapport à ça, vu que je souffrais d'obésité morbide, une opération gastrique était la meilleure solution pour que ça aille plus rapidement. Donc, j'ai donc subi une sleeve. C'est une opération où on coupe la moitié de l'estomac. Donc, on enlève un peu un petit bout de son corps. C'est comme être amputé d'un doigt, d'un orteil.
ça ne repousse pas comme ça ne repousse pas. Donc, ce qui permet tout de suite, immédiatement, de totalement diminuer sa manière de manger, ce qui fait qu'il y a une perte de poids conséquente et très rapide. Tu souffert de complications à la suite de cette opération que tu as subie pour maigrir? Alors oui, j'ai eu des complications. Attention, ça n'arrive pas à tout le monde, mais moi, oui, j'en ai eu. Parce qu'il faut savoir que, comme je dis, derrière, il y a aussi la dialyse. Donc, c'est vrai que les derniers temps ont été très compliqués parce que, comme j'ai dit, les premiers temps, on perd énormément de poids, c'est-à-dire par mois, on peut en arriver à perdre une dizaine de kilos. Donc, c'est extrêmement fatigant pour le corps parce que le corps, il ne reçoit plus, on ne mange plus, allez, je vais dire, un quart de ce qu'on mangeait avant. Donc, déjà, le corps, il perd en énergie, il n'est plus habitué à avoir ce qu'il recevait avant, donc en sachant que ça fatigue déjà beaucoup. Et comme je disais aussi, la dialyse fatigue beaucoup. Donc ce sont deux éléments, ensemble, c'est mortel. Et puis au début aussi, j'avais beaucoup de mal à me nourrir, beaucoup de vomissements. Donc oui, les débuts de cette opération ont été très compliqués. C'est tellement compliqué que quand on est dans cette situation, on regrette presque de l'avoir faite, cette opération. Donc c'est quand même très difficile cette opération pour toi, d'autant plus que tu as une dialyse. Je suppose aussi que d'un point de vue psychologique, ça a dû être traumatisant, puisque toi-même tu dis que tu as eu des doutes et que tu t'es dit que tu regrettais presque d'avoir subi cette opération. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que en termes d'indicateurs de santé, par rapport à ta santé, est-ce que les indicateurs sont meilleurs? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tes médecins ont plus d'espoir pour toi? Je suppose que maintenant que tu as atteint le poids idéal par rapport à ton IMC, tu es une candidate tout aussi idéale pour la greffe. Est-ce que tu subis d'autres complications liées à ta santé? Alors oui, par contre, c'est vrai que de ce côté-là, au niveau de ma santé, non, ça a été très, très bénéfique. Ça, vraiment, je te parle des faits qui se sont passés dans les premiers mois. Mais non, ça a été vraiment bénéfique. Mon diabète s'est stabilisé, mon hypertension s'est stabilisée. Et comme tu le dis, je suis maintenant une candidate optimale pour la greffe. Non, ça a été vraiment très bénéfique, très utile. D'ailleurs, même mon espérance de vie a augmenté parce que, bon, bien sûr, par rapport à mon obésité et tout ce que j'avais, voilà. J'allais pas non plus vivre jusqu'à 80 ans avec tout ça. Donc non, par contre, non, ça a été très, très bénéfique au niveau de ma santé. C'est une très bonne chose, donc finalement, tout ce que tu as décidé de faire, aussi bien l'opération pour ton estomac qui te permet de mieux gérer ton alimentation et tout ce que tu as mentionné. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est si tu as eu depuis d'autres complications, depuis que tu as maigri, depuis que ton diabète s'est stabilisé, etc., etc. Alors oui, j'ai eu d'autres complications. Bon, c'est aussi suite à l'opération, parce que bon, l'opération a marché aussi, mais bon, l'après-opération, quand même, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer, parce qu'il faut savoir qu'on perd, comme je disais précédemment, beaucoup de poids en très peu de temps. Donc en fait, ça fait un peu un choc avec ton corps, quoi, quand il est habitué à avoir une certaine quantité, comme si tu es habitué à boire 2 litres d'eau et puis tout d'un coup, tu bois plus qu'un quart de litre. Voilà. Il faut que le corps s'habitue, réapprenne à avoir une autre alimentation. Et j'ai aussi une autre complication par rapport à mon diabète, par rapport à mon pied. Alors oui, ça s'est stabilisé, mais en attendant, c'est quelque chose qui est arrivé avant, donc qui a continué. Et donc oui, ça m'a fait, donc malgré l'opération, il y a quand même eu des complications après. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus par rapport à ces autres complications que tu as eues après? Parce que tu es très superficielle, j'ai envie de dire. Tu nous parles de complications par rapport à la perte de poids, que tu avais déjà mentionné, que j'avais plutôt bien compris, mais là tu nous parles d'autres complications par rapport à ton pied. Est-ce que tu veux bien élaborer un petit peu? Par rapport à mon pied, j'ai eu ce qu'on appelle un mal perforant diabétique. En fait, c'est quand la peau
est tellement sèche en fait qu'elle durcit et en fait quand on l'enlève en fait ça fait une plaie. Et la complication, c'est quelque chose que j'ai traîné pendant des mois. Donc il faut savoir aussi que quand on est diabétique, on ne cicatrise pas comme tout le monde. Une plaie qui peut mettre, 2-3 jours à cicatriser chez quelqu'un, ça va mettre 2-3 semaines chez moi. Donc en fait c'est ça quoi. Donc on a vu au fil du temps que ça cicatrisait pas. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte en fait que l'infection s'était généralisée sur mes os des pieds. Donc par rapport à ça, il a fallu faire en fait, pas envisager, mais plutôt faire une amputation parce que voilà, une infection au pied, ça ne se guérit pas. Donc après voilà, si on ne coupe pas les os infectés, ça peut se propager à tout le corps, ce qui est beaucoup plus dangereux. Du coup, ils t'ont amputé le pied alors que tu avais déjà eu une amputation à l'autre pied, le petit doigt de pied dont tu nous as parlé un petit peu plus tôt en début d'émission. C'est ce même pied finalement sur lequel il y avait ce problème ou c'était l'autre ? Oui, non, c'est l'autre pied en fait. Le petit doigt c'était sur le pied droit et là c'est en fait tous les doigts en fait du pied gauche qui ont été coupés pour pallier à cette infection. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on te coupe finalement tous ces doigts de pied de l'autre pied alors que tu as fait tous ces efforts? Tu as maigri, tu fais attention à ce que tu manges, ton diabète s'est stabilisé, tu deviens une candidate idéale pour la greffe et malgré ça, on t'ampute quand même. C'est très dur de se dire, voilà, justement, comme tu dis, après tous les efforts qu'on a pu faire, tous les traitements aussi quand même qu'on a acceptés pour ce pied, s'il y a eu plusieurs trucs d'essayer pour essayer de pallier à ça, que rien ne marche en fait, mais voilà, et qu'on dit non, faut quand même couper quoi, voilà, on n'a pas le choix. Donc en fait c'est ça quoi. Donc en fait on n'a pas le choix de l'accepter aussi parce que il en va de notre vie en fait. En fait, la seule question que finalement à la base, bien sûr, c'est très dur qu'on doit se poser, c'est est-ce que je préfère mourir d'une septicémie ou avoir des doigts du pied en moins quoi. C'est vrai que c'est dur, mais en fait c'est un choix à faire tout simplement. Moi, de tout ce qui ressort en réalité, de tout ce que tu nous racontes aujourd'hui, j'ai plusieurs questionnements, pas seulement par rapport à toi, mais surtout par rapport à moi, et puis par rapport à toutes les personnes finalement qui sont peut-être obèses ou qui ont des personnes dans leur famille qui sont obèses et qui ne savent pas comment aborder le sujet. D'abord, avant de rentrer finalement dans le vif de ma question, j'ai envie de te demander sincèrement, à cœur ouvert, est-ce que tu n'as pas l'impression que ton entourage, et quand je parle de ton entourage, je parle de tes parents, de ta famille, de tes amis, que moi-même je suis, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on aurait pu faire plus pour toi? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on aurait pu être plus ferme avec toi, être peut-être plus agressif avec toi? Enfin, je ne sais pas si l'agressivité c'est très utile dans ce genre de situation, mais ce que j'essaye de dire, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on aurait dû plus essayer de te raisonner et de t'aider et de t'apporter le soutien dont tu avais cruellement besoin pour éviter qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu te retrouves, c'est-à-dire avec des pieds en moins, avec une insuffisance, enfin pas des pieds mais des doigts de pied en moins, une insuffisance rénale, etc. Écoute, pour te dire la vérité, non, absolument pas. Parce que je me connais, je connais mon caractère et je sais très bien que ça n'aurait pas marché. Au contraire, ça m'aurait braqué vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, comme tu dis, toi, mes parents, voilà, les autres membres, ma famille, tout ça, ça m'aurait totalement braqué. Donc non, au contraire, je pense que voilà, m'avoir laissé. Et de toute façon, je te le dis aujourd'hui, je ne suis pas sûre de faire les choses différemment malgré tout ce que... Après, je suis honnête, je ne suis pas sûre que malgré tout ce que j'ai subi, on me met en arrière, je ferai les choses différemment. Je dirais, non, je mange pas, je grossis pas parce que je considère aussi que c'est moi qui le vois comme ça, c'est mon parcours de vie. Alors oui, il y a eu des choses
tragiques qui se sont passées, hein, ça je ne le nie pas. Mais non, je pense que non, de toute façon, je n'ai écouté personne et de toute façon, voilà, être plus, comme tu dis, plus drastique, plus, voilà, un peu plus, enfin pas violent comme tu dis, mais voilà, mais non, ça n'aurait pas marché parce que au contraire, ça m'aurait plus braqué. Et je pense plutôt que ma réponse à ça, me connaissant très bien, ça aurait plutôt été de vous éjecter de ma vie, quoi. Donc non, je ne pense pas que vous pouviez faire plus que ce que vous avez déjà fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple comme moi, qui a des personnes autour de lui qui sont peut-être pas obèses morbides, mais qui souffrent quand même d'obésité et qui finalement aimerait aborder le sujet, mais de manière saine, avec les personnes qui lui tiennent à cœur et qui ne sait pas comment faire. Parce que moi qui te parle, j'ai des membres de ma famille qui souffrent d'obésité. Ce n'est pas de l'obésité morbide, mais c'est de l'obésité tout de même. Et ça se voit quand même sur leur physique. Et je m'inquiète pour ces personnes. Et je ne sais pas vraiment comment aborder le sujet sans vexer, sans braquer, etc. Et je pense que c'est très important de ne pas faire ce que les Anglais appellent du body shaming, c'est-à-dire essayer de rabaisser l'autre sur son physique, etc. Je trouve pas ça constructif et puis je trouve ça profondément méchant. Donc c'est pas mon style. Mais j'aimerais, en tant qu'aînée, parce que je suis un peu plus vieille que ces personnes-là, et j'estime que j'ai quand même une responsabilité de dire la vérité, autant se faire que peu. Autant se faire que peu, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, finalement de dialoguer avec ceux qui sont plus jeunes que moi, et de dialoguer de tous les sujets, sans tabou, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Comment aborder ces sujets-là et comment leur faire comprendre finalement que ce choix de malbouffe que ces personnes font aura très probablement des impacts néfastes et tragiques sur leur vie. Comment on aborde ces sujets-là? Toi qui as un petit peu plus d'expérience sur le sujet et qui souffre ou qui a souffert en tout cas de cette addiction au sucre. Bah écoute, je vais te dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon en fait. En fait, tu as tout dit, qu'on le fait avec le cœur, c'est le plus important. La vraie question, c'est comment la personne en face va réagir, parce que ça dépend comment la personne en fait se sent aussi par rapport à ça. Donc je peux pas te dire, comme tu dis, voilà, il faut pas être méchant, faut pas être, voilà, juste voilà, venir en douceur, lui demander déjà comment il se sent par rapport à cette situation, s'il a envie de changer. Après aussi, comme voilà, je suis un exemple, voilà, dire mais tu sais, voilà aussi tu peux aussi donner un exemple, hein, voilà, de mon exemple, de dire voilà, j'ai connu quelqu'un qui a eu des problèmes, ça c'est compliqué. Il y a pas de mauvaise façon, parce que de toute façon c'est un sujet délicat. Donc de toute façon, ce sera la personne en face, voilà, aura sa façon de réagir. Donc, mais quand c'est fait avec amour, de toute façon, c'est comme tu dis, voilà, mais comme c'est un sujet aussi qui touche personnellement. Mais de toute façon, si tu le dis avec amour, il y a pas de problème en fait. C'est surtout la façon de le dire. Mais après, il faut aussi bien sûr, bien entendu, que la personne en face soit prête à t'entendre, à t'écouter et à aussi accepter sa situation et à vouloir faire quelque chose. Merci beaucoup pour ces mots pleins de sagesse et d'expérience. J'ai envie de te poser la question, après tout ce que tu as vécu et ce que tu continues de vivre, parce que finalement tu as encore des complications, enfin je peux dire qu'elles sont réglées entre guillemets, mais qu'elles restent en suspens parce que ta santé reste fragile, donc à tout moment ça pourrait basculer du bon comme du mauvais côté. Et à l'heure actuelle tu attends ta greffe et le titre de l'émission c'est quand même comment survivre. Et j'aimerais te poser la question, comment tu as survécu à tout ça? Parce que quand tu nous parles des décisions que tu prends, enfin, ou plutôt de tes réactions, tu nous dis, voilà, entre une septicémie et une amputation, je préfère l'amputation. Mais qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de survivre, de t'accrocher et de garder espoir? Écoute, c'est toi tout simplement, la force intérieure que tu puises. En fait, comme je dis, c'est une question de choix.
Et aussi, on a beau dire aussi, l'entourage, c'est important. D'être bien soutenu, de pas être jugé. Voilà, voilà, qu'on respecte tes décisions. Voilà, que tu dises à quelqu'un qui te dit, bah oui, de toute façon, quand tu dis à ta famille, bah écoutez, je dois me faire couper le pied, ou sinon, ou sinon, je vais mourir. Bon. Voilà, le fait d'être soutenu, qu'on te dise, bah ouais, ben ne t'en fais pas, avec tes doigts en moins, ton pied en moins, tu seras pas un monstre, ça aide aussi beaucoup. Mais le mental. Enfin, de toute façon, 50%, 45% dans une maladie, dans le processus de guérison, c'est le mental qu'on se donne. Il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, ça se passera pas. Si on ne veut pas, ça ne se passera pas. Donc vraiment, se battre et avoir envie d'y arriver. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu avais des conseils pour les personnes finalement qui sont face à des proches qui souffrent de problèmes d'obésité. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souffre de problèmes d'obésité sur la manière dont je sais, tu vas me dire que chacun est différent parce que toi, tu es très tolérante et puis tu acceptes les différences des autres et puis tu comprends que chaque individu a son caractère et ses sensibilités, mais de façon générale, est-ce que tu aurais quand même des petits conseils ou des petits messages que tu aimerais faire passer à des personnes qui souffrent d'obésité? Par exemple, moi qui te parle, je n'ai jamais souffert d'obésité morbide, mais je suis en surpoids. Ou du moins, j'ai souvent fait du yo-yo avec mon poids, comme tu le sais toi-même. Donc, j'ai eu des périodes où j'ai été très mince. J'ai eu des périodes où j'ai débordé, sans jamais arriver au stade de l'obésité morbide. Mais je souffre quand même de cet effet yo-yo. Et j'essaye du mieux que je peux de perdre du poids, de stabiliser mon poids et d'avoir un IMC correct, quoi, pour pouvoir être en bonne santé. Quel conseil tu donnerais à des personnes peut-être qui sont soit obèses modérées ou alors obèses morbides? Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Et puis qu'est-ce que tu aimerais faire passer aussi comme message aux personnes qui peut-être ne le sont pas et ont très peu de connaissances sur cette maladie? Eh bien, comme tu l'as si bien dit, c'est une maladie. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué parce que, comme tu dis, je suis très tolérante. Enfin, voilà, que quelqu'un soit gros, mince, tu vois. Donc, je sais pas comment te dire ça. Après, je dis aux gens que de toute façon, ce que je pourrais dire, parce que l'ayant vécu, bien sûr, si tu parles de mon point de vue, que de toute façon, faut quand même faire attention. C'est que oui, on se sent bien, oui, on vit sa vie, ça ne nous empêche pas de faire telle ou telle chose, mais ça a quand même des conséquences. Dans tous les cas, ça a quand même des conséquences. Donc, de faire attention, pas se priver non plus, hein, pas, voilà, mais d'essayer quand même au maximum de faire attention. De toute façon, c'est pour soi avant tout. C'est pas pour les autres, pour soi, pour sa santé, pour sa vie, pour ses projets personnels. Donc, je dirais, voilà, de quand même faire attention. Après, il faut pas non plus tomber dans des extrêmes, hein, mais voilà, de se dire que bon, voilà, comme je disais, on se sent bien, mais il peut y avoir des conséquences derrière. Donc, de juste faire attention, de juste prendre soin de soi et de faire attention. Est-ce que aujourd'hui, tu estimes avoir de l'espoir pour le futur? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu t'imagines pour toi dans les, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans? Écoute, comme tu le sais, je suis jamais quelqu'un qui a été très porté sur les projets futurs. Je vais te dire, pour l'instant, mon truc, de toute façon, c'est d'avoir ma greffe de rein. Je te dirais, tant que je n'aurai pas ça, de toute façon, je ne prévoirai rien, parce que sans ça, de toute façon, être en dialyse tout le temps, on peut pas vraiment avoir de vrais projets d'avenir et tout. Donc, je dirais, voilà, pour l'année à venir, pour les prochains temps, ce serait vraiment d'abord la greffe de rein. Après, on verra. Ma chère Nathalie, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast Comment survivre, d'avoir accepté de te confier à cœur ouvert sur ta maladie et toutes les difficultés que tu as vécues, et aussi d'avoir bien voulu partager un petit peu avec nos auditeurs
ton ressenti sur le sujet, ton avis sur le sujet. Et j'espère sincèrement que ça permettra de sensibiliser, comme je l'ai dit en début d'émission, toutes les personnes qui peut-être connaissent la maladie mais la connaissent mal, ou alors toutes les personnes qui ne la connaissent pas du tout et qui ont beaucoup d'a priori à propos. Écoute, c'était un vrai plaisir pour moi d'avoir pu partager mon expérience. Et bien entendu, si ça peut aider d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Je te remercie d'avoir pensé à moi, de m'avoir donné la parole sur tout ça. Et voilà, je le redis encore, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie également d'avoir bien voulu participer au podcast en nous écoutant attentivement. J'espère que vous allez nous supporter à travers tous les réseaux sociaux que j'ai mentionnés en début d'émission. Et j'espère également que si jamais vous avez envie de participer, vous n'hésiterez surtout pas à nous laisser des inbox sur Twitter et sur Instagram, qui sont les 2 réseaux sociaux à travers lesquels nous communiquons le plus avec notre audience, afin de pouvoir, vous aussi, libérer votre parole et partager avec nous vos péripéties, vos espoirs, vos échecs, vos succès et j'en passe. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne soirée en espérant vous retrouver très prochainement pour le 3e épisode.